Bonjour, donc je suis Hélène Tigroudja, professeure de droit international public et membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et je suis ravie de participer à cette célébration des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors je rappelle que 1948 a été une année évidemment extrêmement importante, en plus de l'adoption de cette déclaration, puisque quelques mois avant avait été adopté un autre texte fondamental, la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme, dans le cadre de l'Organisation des États américains. Et puis évidemment, l'autre texte très important de cette année-là, la Convention pour la prévention et la répression du génocide. Donc 1948 est une année très riche et très importante pour la protection des droits de l'homme, et je suis ravie de participer à cette célébration. Alors, s'agissant de la Déclaration universelle en elle-même, il faut évidemment en fêter l'adoption. Au départ, elle n'était qu'une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et puis on se rend compte aujourd'hui, avec ce recul, 70 ans plus tard, qu'elle a constitué finalement le point de départ d'un ensemble normatif extrêmement dense, extrêmement riche, qui a été construit par les États, les organisations internationales, la société civile, évidemment les organes de protection des droits de l'homme, sur cette base, sur cette philosophie qu'a posée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et on peut se féliciter, 70 ans plus tard, de l'ensemble de ces règles générales, particulières, universelles, régionales, qui ont été adoptées pour protéger les droits de la personne. Alors soit la personne en tant que participant et faisant partie de la famille humaine, soit la personne entendue de manière plus située, par exemple les textes relatifs aux droits de l'enfant, les textes relatifs aux droits des femmes, ou alors dans cet ensemble ont été adoptés d'autres instruments qui ont interdit certains comportements comme la torture, la discrimination raciale, les disparitions forcées ou la discrimination à l'égard des femmes. Et je pense que ça n'est pas péché par optimisme que de dire que finalement la Déclaration universelle des droits de l'homme a marqué le point de départ symbolique d'une certaine humanisation ou moralisation des relations internationales, des relations juridiques entre États, évidemment humanisation, moralisation qui sont loin d'être parfaites, mais la Déclaration universelle a constitué au sens premier du terme un texte fondamental, c'est-à-dire un texte qui a vraiment posé les fondements de ce qui allait devenir la morale ou l'humanisation de ces relations entre États. Alors, s'agissant de la Déclaration universelle, j'aimerais peut-être dire un mot plus particulier sur le projet, l'un des projets sur lesquels repose cette déclaration, et en particulier le projet de justice sociale que l'on voit à travers le texte de 1948 et qui commence progressivement aujourd'hui, au début du XXIe siècle, à être redécouvert. La Déclaration universelle des droits de l'homme, il faut le rappeler, est fondée sur deux principes importants, deux principes structurants de ce qu'est devenu ce droit international des droits de l'homme, à la fois le principe d'interdépendance des droits et le principe d'indivisibilité des droits de l'homme, qui finalement renvoie à cette idée que l'individu doit bénéficier de droits qui sont liés les uns aux autres, qui sont intrinsèquement liés les uns aux autres. Et cette dimension socio-économique, donc économique et sociale, transparaît dans le texte de 1948, à la fois dans le préambule, évidemment, de la Déclaration universelle, et puis à l'article 2, qui interdit la discrimination, notamment fondée sur la fortune, et dans d'autres dispositions de la déclaration, puisque sont garantis, par exemple, le droit à l'éducation, le droit à la sécurité sociale, le droit au travail, le droit à l'alimentation, par exemple. Et l'on sait que pour des raisons politiques et idéologiques, on a, je dirais, artificiellement séparé
artificiellement scindé en deux traités que deviendront le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adoptés donc en 1966, les deux instruments adoptés en 1966, avec cette difficulté ou avec ce problème que les droits économiques, sociaux et culturels sont encore les mal-aimés du droit international des droits de l'homme. Parfois, des États, des organisations internationales, voire même la doctrine, continue à dire que les droits économiques, sociaux et culturels, finalement, ne seraient pas justiciables, ce ne seraient pas des droits opposables aux États, opposables aux organisations internationales, et finalement, cette catégorie de droits ne reflèterait que des vœux et certainement pas des droits subjectifs qui seraient directement et immédiatement exigibles par la personne humaine. Or, en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme avait bien perçu qu'il n'y a par exemple pas de paix sans éducation, et on retrouve cette mention-là dans le texte de la déclaration. Il n'y a pas de lutte contre la misère, pour reprendre le terme adopté dans le préambule de la déclaration, sans accès au travail, sans accès à la sécurité sociale. Et puis évidemment, et ça c'est aussi le texte de la déclaration qui le dit, il n'y a pas de protection de la dignité si l'on ne garantit pas l'accès à la satisfaction de besoins élémentaires comme l'accès au logement ou comme l'accès à la santé. Alors ce que l'on observe aujourd'hui, et c'est plutôt encourageant, c'est que après avoir pendant plusieurs décennies oublié ces principes d'interdépendance et d'indivisibilité des droits de l'homme, encore une fois pour les raisons politiques et idéologiques, eh bien on se rend compte que des États, des organisations internationales, dont les Nations Unies, et surtout des organes de protection des droits de l'homme sont en quelque sorte en train de redécouvrir ces deux principes cardinaux de la Déclaration universelle, cette philosophie de la Déclaration universelle. C'est le cas par exemple de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, de la Cour interaméricaine des droits de l'homme ou de certaines procédures spéciales des Nations Unies qui appellent de leur vœu finalement cette approche ou un retour à cette approche globale, cette approche intégrée et intégrale des droits de la personne humaine. Or, ces idées et concepts que l'on pense nouveaux peut-être ou modernes ont en réalité 70 ans et c'est la raison pour laquelle il faut rappeler les termes, et je vais les citer, du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme en faveur de l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère.